Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Donc comme toutes les semaines, histoire de faire un petit peu le point sur mes lectures, le bon, le mauvais, voilà ce qu'a donné ma semaine livresque. Donc on commence tout de suite parce que j'ai vachement lu l'air de rien cette semaine. Donc je vous laissais lundi dernier, j'en étais à la toute fin du tome 3 de Rebecca Keane, donc Potion macabre de Cassandra O'Donnell. Donc c'est chez J'ai lu dans la collection Darklight. Et voilà, je vous disais que ça passait encore super bien. Le tome 1 et 2 étaient super bien passés. Le tome 3 prenait la même direction, à moins que vraiment elle se craque sur la fin. Ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, on a encore une histoire totalement réussie. Un final un peu plus dans l'attente que d'habitude. Voilà, c'est vrai que d'habitude ça finissait bien. Là, elle nous a fait un petit peu un petit gros cliffhanger. Donc, heureusement, le tome 4 sort ce mois-ci. Je crois bien que c'est dans une dizaine de jours. Il me semble que c'est le 20. Donc voilà, c'est juste parfait parce que pour une fois, je suis pas frustrée en fin de lecture. Voilà, j'ai un final qui me donne envie de découvrir énormément la suite, mais comme je sais qu'elle vient, j'ai le temps de digérer justement ce tome 3, de spéculer un petit peu sur ce qui va pouvoir venir par la suite et de pas me torturer le cerveau non plus, puis de me jeter dessus surtout dès sa sortie. Donc voilà, première lecture, c'était top, j'ai vraiment passé un super moment. Si vous connaissez pas la série, je vous encourage vraiment à la découvrir. Ma deuxième lecture de la semaine, là par contre ça a été l'opposé total, je le craignais un peu et ça n'a pas manqué. J'ai donc repris Inventaire après rupture de Daniel Handler, donc c'est chez Nathan. Je vous disais que je l'avais mis en pause à 20% il y a quelques mois. J'avais pas vraiment la foi de le reprendre, mais là j'étais motivée, j'avais enchaîné les très bonnes découvertes, donc je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, voilà. Avec beaucoup d'appréhension quand même, voilà. J'avais pas été super fan de ce début d'histoire parce que déjà par rapport à ce qu'on m'annonçait, je m'y retrouvais pas. Si vous voulez, on nous annonce donc on nous vend comme Inventaire après rupture et le premier roman pour jeunes adultes de l'auteur. Donc je me suis dit qu'en fait ça allait être quand même le récit allait avoir une certaine maturité, et ce qui n'est pas du tout le cas puisque nos protagonistes sont super jeunes, ils ont 16 ou 17 ans, donc déjà j'étais partie sur une idée qui n'était pas du tout la bonne et ça m'avait énormément gênée parce qu'en fait le récit est vraiment très 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 jeunesse par rapport à ce que j'attendais, donc je l'ai repris, ma foi, en me disant après tout ça commençait peut-être mal, mais ça va s'améliorer. Et ben non, pas du tout. Ça l'a pas fait. J'ai sorti les rames, j'ai hissé la grand voile, j'ai lancé un SOS. J'ai galéré au possible pour lire ce livre. Donc heureusement, je l'ai pas lâché du moment où je l'ai repris, histoire de le finir au plus vite et de pouvoir passer à autre chose. En 24 heures, il était lu, mais j'avoue que c'était 24 heures très 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 dur. Voilà, comme je vous dis, le récit beaucoup trop jeunesse à mon goût. Le principe de la boîte à souvenirs, j'aime beaucoup. Maintenant, reprendre tous les souvenirs, nous faire partager. Donc, comment elle s'appelle, Mine, ce qu'elle a vécu avec Ed et le principe même de remettre en cause tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble en l'accablant de reproches. J'ai pas du tout été fan. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça répétitif. Euh, Mine m'a pas touchée parce qu'en plus elle a un côté déluré qui en général, voilà, j'aime bien ces personnages un petit peu délurés qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir, et là pour moi ça l'a pas fait. Elle est complètement à l'ouest, j'ai pas du tout adhéré à son délire que j'ai trouvé encore plus décalé, plus jeunesse. Voilà, elle se part dans un délire de faire une fête d'anniversaire pour une ancienne célébrité. Enfin, j'ai pas du tout adhéré à ça en plus du reste. J'ai quand même voulu aller jusqu'au bout parce que voilà, mon côté optimiste me fait toujours pousser les lectures jusqu'au bout, même si je n'aime pas. Parce que je me dis peut-être que le final va tout rattraper. C'est pas le cas ici, voilà, c'est quand même un bon final dans le sens où il m'a éclairci sur certains points, sur certains moments, sur certaines choses où j'arrivais pas à comprendre vraiment pourquoi elle avait autant de ressentiments. Ce final m'éclaire bien. Maintenant, j'ai pas adhéré. L'écriture de l'auteur, des fois, c'est des choses qui rattrapent. Si on n'adhère pas à l'histoire, on peut trouver une qualité à l'écriture de l'auteur. Et là, c'est même pas le cas. J'ai pas du tout adhéré à ce qu'il nous fait. Je trouve que le style, il y en a tout simplement pas.
Il est inexistant, transparent, j'ai pas du tout adhéré, donc au final, quand même une déception pour ce livre. Maintenant, il y a de très très bons avis aussi, il y a des coups de cœur, donc s'il vous tente, faut pas hésiter parce que c'est pas parce que j'ai pas aimé que vous n'aimerez pas. En gros, c'est vraiment l'inventaire d'une première histoire d'amour, voilà. À 15 ans, à 16 ans, une première histoire, mais il faut pas s'attendre à plus, à quelque chose de plus travaillé que ça. Voilà, donc déception. J'ai ensuite décidé d'enchaîner avec un qui me faisait très envie et que j'avais enfin reçu, qui était donc le tome 2 des Revenants, Que la mort nous sépare d'Amy Plum. Donc c'est chez Milan Macadam. Voilà, petite sortie du début d'année. Très envie de replonger dans cet univers. Voilà, une couverture en plus qui fait super envie. Maintenant, beaucoup d'appréhension quand même, puisque j'ai lu le tome 1 des Revenants à sa sortie. Je crois bien que c'était en juin, il y a 1 an et demi. Donc, les grands événements, oui, je m'en souvenais. Maintenant, replonger 1 an et demi plus tard dedans, je me suis dit ça va peut-être être difficile. Surtout que, voilà, le dernier livre où ça a vraiment été le cas, où il y avait énormément d'attentes entre deux, c'était Divergente. Et j'avais trouvé que le tome 2, la mise en place était pas top. Justement, le lecteur était complètement paumé. Donc, j'avais peur que ce soit un petit peu le cas ici. L'autre souci que j'avais, c'était que voilà, le tome 1, je m'étais pas du tout fait spoiler, c'est-à-dire qu'en le découvrant, je savais même pas le titre de la série, donc c'est vrai que ça avait été une très grosse découverte et c'était tout l'enjeu de ce tome 1. Maintenant, le tome 2, j'avais peur qu'une fois passé la découverte, qu'il n'y ait pas autant, que l'histoire ne soit pas aussi entraînante, on va dire. Et ben non, en fait, j'ai passé un super moment, il s'est lu carrément vite. Voilà, la première partie du récit, elle est plus en délicatesse, plus en douceur. On suit la relation justement de Vincent et de Kate. C'est tout doux, c'est tout mignon. On a des papillons dans le ventre. Voilà, ils font leur sortie, on les suit. C'est tout mimi. On voit les petits cœurs, les petits oiseaux qui chantent et tout. Et en même temps, l'auteur profite de ce moment-là justement pour nous replacer les événements importants du tome 1. Donc, ça se fait tout naturellement. Il n'y a pas besoin de se faire une relecture du tome 1 ou quoi que ce soit. Voilà, tout se remet facilement en place au bon moment. Et la deuxième partie du récit est plus bercée dans l'action. Donc, c'est vrai que, voilà, Kate et Vincent sont ensemble, mais en même temps, c'est pas facile parce que j'ai même pas, je crois que je vais même pas en parler parce que s'il y en a qui n'ont pas lu le tome 1, j'ai pas envie de trop les spoiler dessus, mais voilà, on a quand même voilà une intrigue qui se relance, qui est différente, qui est dans la continuité de ce qu'on avait découvert dans le tome 1, mais à côté de ça, qui trouve vraiment sa place parce que voilà, euh, voilà, je sais même pas comment vous parler de ça sans spoiler, c'est juste horrible. Donc voilà, ce que je veux en dire, c'est que dans l'ensemble, j'ai passé vraiment un très très bon moment. Ce qui est juste horrible, c'est cette fin. On m'avait prévenu que la fin était horrible. Maintenant, je m'attendais quand même pas à ce que qu'elle me mette dans cet état-là. Je pensais quand même qu'elle pourrait être horrible, mais horrible mitigée. Enfin voilà, que euh, ça soit pas coupé en plein milieu d'un truc énorme. Et en fait, si, c'est carrément le cas. L'auteur prend pas de gants, elle nous plante un truc horrible et puis tac, la suite au prochain tome. Donc heureusement, l'avantage c'est que ce tome 3 est prévu pour le mois de mai. Il n'y aura pas à attendre 1 an, donc c'est vrai qu'il va arriver quand même assez vite. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a une petite nouvelle justement 2.5 qui sort donc un mois avant, au mois d'avril, le 2 avril il me semble que c'est, et qui justement, ben moi, va totalement me combler puisqu'elle se centrera sur les personnages secondaires, donc Jules, Charlotte, Charles, je sais plus comment s'appellent tous les autres. Enfin voilà, tous les personnages secondaires qu'on croise et qu'à mon goût on croise pas assez parce que c'est vrai que je les apprécie énormément et j'aimerais en savoir plus sur eux. Voilà, même Kate à un moment dans l'histoire découvre des choses et elle dit ah mais j'y avais pas pensé avant et c'est vrai que c'est ce genre de choses que je veux découvrir. Donc je vais me faire un plaisir de me laisser tenter par cette petite nouvelle. Alors il me semble par contre qu'elle sortira qu'en VO, je sais pas si chez Milan, ils ont prévu de la traduire ou pas, je pense pas. En général, c'est pas souvent le cas. Donc, à suivre, mais un très très bon second tome et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3. Et ensuite, parce que voilà, week-end productif, j'ai décidé de sortir donc Timeville de Tim Sliders
C'est chez Fleuve Noir. Excusez-moi. Non, non, je vais pas vomir en direct dans la vidéo. Non, non, je me fais juste taper. C'est super agréable. Bref. Donc, j'ai sorti Time Beat de Team Slider. C'est chez Fleuve Noir. C'était une sortie de fin d'année qui me tentait énormément parce que voilà, rien que la couverture déjà, ça me plaît. Le résumé me plaisait. Donc, on suit en gros David Cartier, qui est un homme qui a super bien réussi, qui approche la cinquantaine, ou qui les a déjà, je sais plus. Enfin, voilà. Aux environs de la cinquantaine et qui avant était un homme simple et qui est devenu un homme super riche, super connu, donc qui a rien trouvé de mieux que de laisser en gros sa femme pour s'en aller avec une bimbo. Voilà, la cinquantaine oblige. Et puis les enfants, tant qu'à faire, sont restés avec sa femme. Donc voilà, ils sont en instance de divorce. Et donc va se passer un soir, voilà, au moment de signer en fait les papiers du divorce, il va y avoir un événement qui fait que dès le lendemain, ils vont se réveiller en fait en 1980. Donc 2012-1980, vous imaginez bien que c'est quand même un gros changement. De l'humour, c'est vraiment super bien passé, voilà. L'histoire en elle-même, c'est pas de l'inédit, c'est pas hyper surprenant. Maintenant, ça passe quand même super bien, c'est drôle. Et surtout, ça vaut pour les références, alors que ce soit aux émissions de télé, à tout ce qui est justement années 80. Voilà, on parle du Club Dorothée, on parle de Goldorak, on parle même pas les Walkman, je sais plus comment ils les appellent. Enfin, voilà, tout, tout le Rubik's Cube, tous ces machins-là, voilà les stars qui sont devenues une grande star qui à l'époque n'étaient pas encore connues, qu'on croise à certains moments. Voilà, ben pour la rétro, le retour années 80, c'est juste énorme. Voilà, je sais que le fils de 6 ans se retrouve traumatisé le premier jour parce qu'il va pour allumer la télé. Et en fait, la télé, elle a que 3 touches, elle a pas de télécommande. Il veut voir les Beyblade, il tombe sur Goldorak, il comprend pas l'intérêt de ce personnage. Voilà, c'est juste énorme pour tous ces trucs-là. Euh, Plus pour ce côté rétro et tous ces rappels de faits bien spécifiques ou d'objets aux années 80 que pour vraiment l'histoire en elle-même, parce que ça reste quand même assez couru d'avance, même si ça se lit super bien, le style est efficace, c'est vrai c'est très très agréable à lire, les pages se tournent, les chapitres s'enchaînent, donc une bonne découverte, voilà, j'ai vraiment passé un petit moment super, plein d'humour et je regrette pas du tout ma découverte, donc surtout si en plus vous êtes comme moi la trentaine, années 80, vous connaissez bien, voilà, je pense que peut-être quelqu'un de 15 ans, 20 ans sera peut-être moins réceptif aux références, mais pourra passer tout aussi bien un bon moment. Voilà, pour mes lectures passées, ben c'est bien, on a déjà dépassé les 13 minutes. Mes lectures en cours. Alors, la première est bien entamée, c'est le tome 1 de Sid, la diseuse d'ombre de Sandy Williams chez Milady. Voilà, c'est en lecture commune avec les filles. Je suis arrivée au deuxième checkpoint qu'on s'était donné, donc qui est aux 2 tiers. Et je passe un bon moment. Mais, il y a quand même un petit mais. Voilà. Sur l'histoire elle-même, j'avais beaucoup d'appréhension parce que j'avais peur de tomber un petit peu dans une copie voilà, on nous parle de Sid, donc de Mackenzie qui voit les fées, qui lit les ombres, tout ça, de tomber un petit peu dans une copie Michaela Lane. Surtout qu'en plus, Michaela Lane, c'est une série que j'adore, donc c'est pour nous faire un petit copier-coller et ça l'aurait pas fait. Et en fait, pas du tout. Voilà, c'est vrai que si le résumé peut laisser présager qu'on va tomber dans du déjà vu, c'est pas le cas. Maintenant, la mise en place se fait doucement mais sûrement. C'est vrai que ça démarre assez vite, mais en même temps, c'est pas c'est entraînant, mais sans plus. Voilà, on va dire que c'est pas le meilleur début de série que j'ai connu. Heureusement, le personnage de Mackenzie, voilà, on s'y attache très vite, on la suit. Il y a quand même pas mal d'événements, ça bouge, voilà, donc on se laisse entraîner par l'histoire. Mon gros souci, parce qu'il y en a quand même un, voilà, si j'apprécie l'histoire ou quoi que ce soit, mon gros souci est entièrement lié au personnage de Kiol. Donc Kiol, qui c'est? Kiol est c'est le quoi? C'est le maître d'armes en fait du roi de la cour des fées. Donc voilà, un homme, un guerrier, ok. Mackenzie, je vais pas l'appeler Mac parce que ça fait trop, oui, justement, Macella Lane.
Mackenzie, donc l'a rencontrée quand elle a eu 16 ans, quand il l'a trouvée, puisque ses liseurs d'ombre, en fait, sont un petit peu traqués, alors que ce soit par les fées de la cour ou par les rebelles, par la rébellion, en fait. Voilà. Ils essayent de les attraper les premiers et ils les obligent à lire les ombres. Je me rends compte que je raconte super mal. En fait, c'est super intéressant, mais faut vraiment le découvrir parce que je suis pas douée pour résumer tout ça. Voilà. Donc, elle lit les ombres. Donc, c'est un bonus, une arme, en fait, finalement, pour, dans une guerre qui les oppose. Et c'est vrai, je suis complètement désolée, j'ai complètement perdu. Et donc, c'est vrai qu'elle a rencontré donc Kiol quand elle avait 16 ans. Elle a tout de suite flashé dessus. Voilà, il était beau, il était sexy, coup de foudre, ok. Et c'est vrai que ben lui, il lui a dit d'entrée de jeu, non, de toute façon, voilà, bon, t'es bien mignonne, tu me plais aussi, mais il ne se passera jamais rien entre nous. Voilà, les fées, les humains n'ont rien à faire ensemble, ils ne peuvent pas avoir de relation, le roi l'interdit, nani. Donc, en clair, il l'a rembarré d'origine. À la limite, je dis pourquoi pas. Sauf que le problème, c'est que le monsieur, quand même, fricote avec elle. Enfin, gentiment. Il s'échange des bisous depuis 10 ans. Déjà, ça me saoule un peu. Autant elle, j'arrive à la comprendre parce que voilà, elle a 16 ans, elle a flashé dessus, donc c'est quand même son premier amour. Voilà, elle est éperdue d'amour pour lui, d'accord. Donc, forcément, elle peut pas passer à autre chose. Mais lui, ça fait quand même 10 ans qu'il l'a fait ramer, parce qu'elle a quand même des espoirs, elle espère bien qu'il va changer d'avis, hein. Mais non, il lui fait un bisou de temps en temps, et il lui dit oui, mais fais ta vie à côté. Mais elle peut pas, la nénette, c'est juste obligé, c'est l'amour de sa vie, donc elle se voit pas essayer de sortir avec quelqu'un d'autre. Et même quand elle essaye, à la limite, eh ben, il vient tout ruiner. Je trouve ça juste horrible, et en fait, j'ai vachement de mal avec ce personnage-là. Voilà, je trouve que c'est pas sain du tout, parce que si à la limite, il a envie d'être avec elle, mais qu'il peut pas être avec elle, je voudrais que, ben voilà, on peut pas être ensemble, point. Mais tu viens pas la chauffer après 2 heures plus tard le soir, c'est juste pas possible, quoi. Donc j'ai énormément de mal avec ce personnage. Dès qu'on m'en parle, dès qu'on cite son nom, ça me ressort jusque là. Voilà, en plus elle est complètement amoureuse. Donc ça c'est pas le souci, vient pas d'elle parce que je la comprends. Mais elle arrête pas de prendre sa défense, ça me saoule franchement. Donc à côté de ça, on nous met heureusement un autre personnage qui est Arène. Donc on sent venir le triangle amoureux qui est clairement expliqué, balancé un petit peu derrière et qui lui est donc le chef de la rébellion et qui, ben lui par contre, c'est tout l'opposé de Kiol. Kiol, dès que j'ai son nom, j'ai une crise d'urticaire. Par contre, Arène, alors là, sourire béat, voilà, encore petit oiseau et tout, non, ça le fait, voilà, le mec, il est vrai et tout, il se prend pas la tête, c'est comme ça. Et voilà. Donc c'est vrai que l'histoire en elle-même, elle est plaisante, il y a vraiment du potentiel et qui est de plus en plus en train de se développer au fil des chapitres. Le personnage d'Aren apporte énormément, surtout au début du livre, qui est un petit peu quand même, il est bien, mais c'est vrai que le temps de la mise en place, tout ça, mais c'est vrai que j'ai un énorme blocage par rapport au personnage de Kiol. Donc, de toute façon, voilà, je crois que demain, on peut me le dépeindre avec toutes les qualités, l'homme parfait, machin. Euh, sur cette fin de livre, ça le fera jamais. Lui et moi, on sera jamais copains parce que, voilà, je trouve que la situation de base, il a juste abusé et ça passe pas et ça passera jamais entre lui et moi. Donc, reste à voir ce que donne cette fin de tome. Ma deuxième lecture en cours, voilà, j'étais tellement énervée par Kiol que j'ai été obligée de faire une pause samedi soir. Je voulais plus en entendre parler, donc j'ai sorti le tome 7 de la saga Minuit de Lara Adrian, Les Ombres de Minuit, donc toujours chez Milady, deuxième romance paranormale en cours, avec de grands espoirs parce que c'est vrai que j'adore cette série. Voilà, c'est une mini confrérie et ça passe bien et en plus l'univers est très sympa et se développe vraiment de tome en tome. Voilà, il y a vraiment une intrigue de fond, plus travaillée même je trouve que dans la confrérie parce que et ces pauvres éradiqueurs qui menaient quand même pas à grand chose par derrière, ben là c'est quand même un truc beaucoup plus travaillé. Donc le problème c'est que le tome 6 m'avait énormément déçu. Je crois que c'est celui que j'attendais le plus parce que par rapport aux autres, on nous avait vraiment, fin de tome 5, planté l'intrigue avec Andreas. Et il y avait un potentiel de malade et malheureusement, je trouvais que l'auteur l'avait complètement sous-exploité. Elle avait été vraiment au plus facile en... Voilà, déjà tout allait trop vite. Je crois qu'au bout de 50 pages, ils étaient déjà dans le même livre. C'est hyper saoulant, même s'ils se connaissent d'avant. Non, il y a un minimum, on plante l'intrigue, on fait quand même quelque chose de plus travaillé que ça.
Et j'ai trouvé que le final, tac, 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 allez hop, c'est réglé en 10 pages. Voilà, très très déçue par ce tome 6. Donc c'est vrai que j'avais attendu un peu le tome 7, surtout qu'en plus celui-ci concerne le personnage de Cade, qu'on connaît très peu, qui est un personnage qui est arrivé donc dans le tome 5. Si en 2 tomes on l'a croisé 40-50 pages à tout casser, voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que c'est pas celui en plus qui donnait le plus envie. Après un tome en plus un peu foiré, j'avais un peu de mal. J'ai décidé de me lancer quand même. J'en suis au tiers. Que dire? Ben, il est quand même mieux que le 6, hein. Mais le problème, c'est que je trouve encore un problème de rythme pour ce tome-ci. Voilà, je reprochais au tome 6 de commencer trop vite et d'aller trop vite. Eh ben là, je trouve que là, il aurait fallu faire de l'efficace, justement, parce que Cade est un personnage qu'on connaît très peu, donc auquel on n'est pas attaché, auquel on a finalement très peu d'attentes. Et là, la mise en place, elle est quand même assez longue. Donc là, je suis rendue, ouais, page 130, 135. Ça commence vraiment à se décanter, voilà. Mais c'est vrai qu'on vient juste de passer le moment où le coco et la nénette se sont rencontrés pour la deuxième fois, se sont croisés pour la deuxième fois. Donc voilà, c'est plus lent, mais en même temps, l'intrigue promet peut-être quelque chose de très sympa. Donc à voir ce que donne la suite. Mais voilà. Par contre, pour l'instant, ça passe quand même mieux que le tome 6, moins de déception, mais ça aurait peut-être gagné en efficacité un petit peu, voilà, de rythmer un peu plus les choses et de laisser traîner un petit peu moins ce début. Voilà pour mes lectures en cours. Mes lectures à venir, vite fait, j'ai prévu de sortir ensuite Les filles de Brooklyn, donc de Jessie Elliott. C'est chez Hachette dans leur collection Bloom, qui est une collection, il n'y a pas beaucoup de sorties, enfin j'en vois pas beaucoup. J'avais lu l'année dernière Probabilité statistique de l'amour, voilà, qui était très sympa, qui était dans cette collection-là, donc qui est plus jeunesse, plus girly. C'est vrai que celui-ci me tentait bien. Voilà, fifille, potin, pâtisserie, ben voilà, ça me dit bien. J'ai envie de découvrir quelque chose de léger, de mignon et qui me fasse rire. Donc, on va voir ce que ça donne. Je le teste cette semaine. Et je pense que je sortirai ensuite un qui me fait très très envie depuis très très longtemps, qui rejoint pourtant ma palle depuis un petit moment, mais que je trouve jamais vraiment l'occasion de sortir. Donc ça sera le tome 1 de Legend de Marie-Lou, et c'est chez Castlemore. Je me rends compte qu'il fait même pas 300 pages celui-là, donc normalement il devrait quand même aller assez vite. Donc voilà, très tentée, puis en même temps de la dystopie, donc ça va faire un petit moment, j'ai vraiment envie de replonger dedans. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, je vais arrêter là, et voilà, plus de 20 minutes, c'est fou. Dès que j'ai prévu de faire vite, ça traîne. Je vous dérange pas plus longtemps. Mon IMM, je devais le faire vendredi. Et puis, en fait, j'ai pas pu tout simplement parce que je me suis coincé le dos. Donc, j'ai passé la matinée dans le canapé à bouquiner. Donc, je vous dis pas que je le ferai vendredi. J'espère le faire dans la semaine. Au pire, de toute façon, on se retrouvera lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Si le IMM n'arrive pas entre temps, je vous souhaite une bonne semaine, de belles découvertes. Et je vous dis au pire, de toute façon, à lundi.